Pierre Briand est professeur émérite au Collège de France et a fait paraître des ouvrages dont la thématique se situe au croisement de l'histoire achéménide et de l'histoire hellénistique, tels que Darius dans l'ombre d'Alexandre en 2003, mais aussi d'autres ouvrages sur l'histoire et l'historiographie d'Alexandre, à l'instar de la publication d'un Que sais-je sur Alexandre le Grand. Vendredi 23 mai 2025, Pierre Briand, invité à la librairie Ombre Blanche, présentait son nouvel ouvrage sur les traces de l'Empire des Grands Rois, enquête historiographique, édition Belles Lettres, en dialogue avec Olivier Loube. Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup d'être un vendredi soir à 18h avec nous pour parler histoire achéménide, historiographie et pour écouter Pierre Briand. D'abord remercier comme il est d'usage, mais c'est toujours de bonne pratique, la librairie Ombre Blanche qui nous accueille, Christian Torel et Hélène Carmona que je vois au fond de la salle. Merci à eux, c'est toujours un vrai plaisir d'être ici pour partager de l'histoire et de l'histoire telle qu'elle s'écrit et telle qu'elle s'est écrite. Alors Pierre Briand qui est aujourd'hui parmi nous pour son dernier livre qui s'intitule Sur les traces de l'Empire des Grands Rois, avec un sous-titre comme d'habitude un titre profond, les sous-titres, c'est-à-dire enquête historiographique, est un Toulousain d'un quart de siècle. On va dire ça comme ça. Pendant 25 ans, il a été professeur ici. On est quelques-uns dans l'assistance, peut-être, à l'avoir eu comme professeur. Et effectivement, c'était une partie dans un parcours qui s'est prolongé ensuite au Collège de France pendant une 12aine d'années, effectivement. Et parcours qui désormais se poursuit dans et par l'écriture avec une filière au fond ou un fil conducteur qui n'a jamais cessé. C'est-à-dire que dès ce qui pourrait être considéré comme le premier livre par lequel on l'a connu, en tout cas qui est le Que sais-je sur Alexandre le Grand, Pierre Briand a développé un goût très fort pour la façon d'écrire l'histoire autant que pour l'histoire telle qu'elle s'écrivait. Ça, c'est un fil directeur de son parcours intellectuel, de sa façon de faire de l'histoire, qui est que, non pas la méthode, mais la façon dont d'autres écrivaient les récits permettait d'échapper, dans le cas d'Alexandre, à un récit héroïque, forcément héroïque, colonial, forcément colonial, et donc de sortir de la chronologie, telle qu'elle se mettait en récit ou seulement en récit. Et là, aujourd'hui, on a peut-être, de ce point de vue-là, une forme d'aboutissement de cette logique de concevoir l'histoire. Ça, c'est une forme de pensée de l'histoire. C'est pas simplement le goût de l'historiographie, c'est considérer que l'historiographie est un élément central, moteur, dans la façon dont on écrit l'histoire. Alors justement, cher Pierre Briand, lorsqu'on prend ce fort volume, comme on disait dans le passé, 1151 pages, ce sera dit, mais surtout ça, il faut l'ouvrir. Qu'est-ce qui fait que cela correspondait, ce sont des mots qui sont au début de votre propos, à une urgence historiographique? Où est l'urgence quand ça a animé toute votre vie? Et moi, je remercie également la librairie Ombre Blanche de nous accueillir ce soir. Je suis très, très heureux de revenir à Toulouse, de revoir la Ville Rose et de rencontrer un public avec lequel je peux dialoguer. L'urgence. L'urgence, quand je dis l'urgence, c'est déjà autobiographique de parler d'urgence. C'est moi qui ressens cette urgence. Pourquoi ? Parce que je suis tombé dans cette histoire des Achéménides il y a, disons, un demi-siècle environ, et que j'ai travaillé pendant très très longtemps. Et effectivement, il m'apparaissait important à ce moment-là. Je ne suis pas sûr qu'on me dit d'écrire un livre. On écrit un livre. Parce qu'à un moment donné, ce livre, le thème, ce livre vous paraît évident, il faut en traiter. Donc en 2020, j'ai commencé à écrire ce livre
parce que ça venait à l'issue d'un long parcours où l'historiographie, comme tu l'as rappelé, a joué un rôle prédominant. D'ailleurs, les 2 dernières fois où je suis venu ici, en Ambre-Blanche en 2012 et en 2016, c'était pour présenter 2 livres qui étaient des livres d'historiographie. L'un qui s'appelait Alexandre des Lumières, où j'étudiais la naissance des visions, différentes visions qui se sont construites d'Alexandre et qui ont perduré après, que je les ai étudiées au moment de l'expansion des Lumières, d'où le rôle important de Montesquieu, par exemple, dans ce livre. Et puis en 2016, je suis venu pour un 2e livre dans la collection Folio, qui s'appelait Alexandre, exégèse des lieux communs, où j'étudiais un peu les visions d'Alexandre, les images d'Alexandre depuis l'Antiquité jusqu'à notre histoire immédiate, jusqu'à la guerre déclenchée en Afghanistan par les États-Unis, où Alexandre, dans la pensée des généraux américains, tenait une place très importante. Bref, donc l'historiographie a toujours tenu un rôle essentiel, et il se trouve que le champ de recherche que j'étudie, l'histoire de l'Empire achéménide, donc un empire qui s'étend depuis l'Indus jusqu'à la Méditerranée, depuis l'Asie centrale jusqu'à Assouan, jusqu'à la 2e caraque du Nil. Et donc cet empire a longtemps échappé à l'attention des historiens d'Antiquité. Pourquoi ? Parce qu'il était pris en tenaille entre, d'une part, le miracle grec, l'Égypte éternelle, et la Mésopotamie qui a été le berceau de l'humanité. Et donc, il n'apparaissait que fugitivement, au moment où les assyriologues, les spécialistes de l'Orient ancien, considéraient qu'à partir du moment où Cyrus arrivait au pouvoir, ce n'était plus d'histoire du Moyen-Orient, et il réapparaissait lorsqu'Alexandre venait conquérir cet empire. Pendant plus de 2 siècles et demi, l'historiographie ignorait. C'est le premier empire du monde, le plus grand empire du monde qui a jamais existé, bien avant, plus grand que l'Empire romain. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Donc, avec une multiplicité de langues, d'écritures, de cultures, de cultes, de cultures, de civilisations, réunies sous un même sceptre du grand roi. Et donc, ce champ n'existait pas. Il était morcelé entre différentes spécialités, égyptologues, assyriologues, hellénistes, archéologues, philologues, bon, bref, et philologues en particulier. Et donc, le champ n'existait pas vraiment, même si chacun progressait dans son champ particulier. Le champ historique en tant qu'histoire de l'Empire achéménide n'était pas un objet consultable, n'était pas un objet désirable, n'était pas un objet digne de passer sa vie avec eux. Bon, ce que j'ai fait, mais bon. Et donc, j'ai voulu rendre compte des différentes étapes par lesquelles ce champ s'est créé en tant que champ autonome, je ne veux pas dire indépendant, champ autonome du champ historique. Et donc, j'ai pris comme point de départ 1931, parce que 1931, c'est le début des fouilles de Persépolis par une équipe de l'Institut Oriental Institute de Chicago. Et ces fouilles, qui n'ont pas duré tellement longtemps, elles ont duré 1939, novembre 1939, mais elles ont mis au jour non seulement les palais des grands rois, des inscriptions, mais surtout, en 1933, il y a eu une découverte absolument phénoménale, enfin, qui s'est révélée être phénoménale. C'est la découverte des archives de Persépolis, des archives, une dizaine de milliers de tablettes écrites en cuneiforme, mais cuneiforme n'étant que l'écriture, la langue étant la langue élamite, qui est une langue très, très ancienne, mais qui à ce moment-là était très, très peu connue, très peu étudiée. Donc le soin de déchiffrer ces tablettes a été confié à d'éminents spécialistes de Chicago, qui ont publié en 1948, en 1969, les premiers milliers, en 2000 environ, 2000 tablettes. Et cette publication a changé d'un coup toute l'appréciation, tout le visage qu'on peut avoir dans l'organisation de l'Empire achéménide, qu'on voyait souvent comme un empire un peu dilué, où le pouvoir central était très lointain, avec un empire qu'on qualifiait volonté de féodal, sans que personne n'ait jamais cherché à définir ce que veut dire féodal dans le cas présent, mais peu importe.
Et donc, tout d'un coup, s'est révélé à nous le fait que l'Empire achéménide était fondé, au fait, sur des modes comment dirais-je, d'organisation qui étaient très proches de ce qu'on voyait dans d'autres empires du Moyen-Orient, l'Empire assyrien, néo-babylonien, ou même l'Empire hittite, très, très bureaucratisé, très, très organisé. J'aurai l'occasion certainement d'y revenir. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi la date de 1931, parce que c'est la date qui marque une révolution historiographique. C'est nous maintenant qui la qualifions de moment. Évidemment, sur le coup, les gens, les n'ont pas forcément compris, même les spécialistes qui dépouillaient, qui éditaient les tablettes, n'ont peut-être pas perçu immédiatement, parce qu'ils n'étaient pas historiens, ils étaient philologues. N'ont peut-être pas perçu immédiatement, c'est qu'au fur et à mesure des années, des décennies, qu'on s'est rendu compte que eh bien, tout changeait. Et donc un historiographie qui était dominé par les sources grecques de manière quasi hégémonique, parce qu'on connaissait l'histoire narrative de l'Empire achéménide en particulier grâce aux sources grecques, Hérodote qui parle de la naissance de l'Empire, de Cyrus, de Darius, et puis les autres, Thucydide, enfin, et puis les sources de l'époque d'Alexandre. Et donc ces sources-là tenaient une place absolument phénoménale. Et donc, à partir de 1931, à partir de la découverte des tablettes de Persépolis, puis ensuite, on aura l'occasion de venir, d'autres découvertes formidables qui sont déroulées, y compris depuis les années 2000, eh bien, on est arrivé à un moment où, effectivement, le champ achéménide est bien assis, on sait de quoi on parle, on sait de quoi on part, on sait avec quelles sources, quelle documentation on peut travailler, et on voit il y a un horizon de développement, mais désormais, les bases sont bien assises, et au fond, c'est ce que je voulais montrer, différentes étapes par lesquelles on est passé avant d'arriver à ce moment que je dirais les moments d'épanouissement, de développement, c'est depuis une vingtaine d'années, depuis 2005 en particulier, date à laquelle, à la suite d'un attentat du Hamas, vous voyez, à Jérusalem, des personnes qui avaient été touchées par l'attentat ont fait des demandes auprès de tribunaux américains, au terme duquel, enfin, si le jugement leur était favorable, eh bien, des biens appartenant à l'Iran pourraient leur être confiés, enfin, leur être donnés en guise de compensation pour les dommages causés par l'attentat du Hamas. Donc, il y a eu des procès, et donc, parmi les biens qui étaient visés explicitement par les plaignants, il y avait les tablettes de Persépolis, qui étaient à Chicago. Et donc, l'Université de Chicago a engagé un contre-procès, ça a duré 20 ans, avec des appels, des contre-appels, vous pouvez imaginer, voilà. Et donc, alors que à Chicago, les travaux sur les tablettes s'étaient arrêtés depuis 1980, donc depuis 40 ans, presque. Tout d'un coup, l'Université de Chicago se dit, zut, il serait peut-être temps de se mettre à travailler sur les tablettes. Donc, il y a un programme qui a été lancé de photographier les tablettes, d'édition. Un groupe de travail s'est mis en place. Et donc, les travaux de ce groupe de travail, depuis 20 ans maintenant, ont encore apporté beaucoup de nouveaux à la documentation. Et il y en aura d'autres, parce que toutes les tablettes ne sont pas publiées de loin. Donc voilà, 1131-2023. Oui, donc on voit bien l'empan chronologique, on voit bien l'objet, on va le voir de plus près, c'est-à-dire l'historiographie, l'histoire de l'histoire. Et aussi, c'est pas n'importe quel objet au sens, c'est pas faire l'historiographie d'un champ qui existait déjà, c'est l'historiographie d'un champ qui se constitue, en fait. Et c'est pour ça aussi que ce livre est essentiel et qu'il est le pendant de celui de 96. Ouais, je veux dire, on est avec qui est celui de l'histoire de l'Empire perse. Au fond, ça forme un diptyque, de mon point de vue, qui est assez passionnant. Sauf que ceci, d'une autre façon, correspond à un pari d'écriture qui est plus délicat. Alors, on peut en trouver la preuve par molle, si je peux me permettre de dire ça. Très tôt, ceux qui s'intéressent à l'historiographie et à l'écriture de l'historiographie, et c'est le cas de ce savant, cet orientaliste qui s'appelait Jules Moll, mort quand même au XIXe siècle, qui écrivait la chose suivante.
Il est assez rare, lorsque les progrès d'une science sont très rapides, qu'il se trouve un savant qui veuille publier un ouvrage général représentant l'état de cette science au moment où il s'en occupe. Cette répugnance est assez naturelle, parce qu'on sait que le travail qu'on entreprend sera bientôt dépassé, premier vrai problème de ce type d'écriture. Mais les ouvrages de ce genre n'en sont pas moins utiles, non seulement au public en général, mais aux savants eux-mêmes, auxquels ils présentent le compte du passé et l'indication des lacunes qui existent et qu'ils sont appelés à remplir. Alors de la même façon qu'il y a le pari biographique, il y a quand même le pari historiographique. Est-ce qu'il est si difficile que ça ? Comme je l'explique, moi, j'ai pas de crainte particulière. Évidemment que dans 20 ans, on pourra ajouter un chapitre 2, mais je ne pense pas qu'on modifiera profondément l'analyse que j'ai faite des années 1930-2023. Ça restera, je pense, un acquis, même si, bien entendu, il peut y avoir des modifications, ou peut-être des choses que j'aurais pu oublier, ce que je ne pense pas d'ailleurs, mais bon, peu importe. Mais effectivement, c'est... Non, moi, ça m'a jamais... Je cite ce passage dans l'épigraphe, d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup la phrase de Jules Moll, mais je ne passe pas. Au contraire, je me suis lancé là-dedans avec beaucoup d'enthousiasme. D'ailleurs, sans enthousiasme, je crois que on ne peut pas venir à bout de ce genre de travail. Et puis, peut-être que tu allais venir, mais j'y viens maintenant. J'étais pas seul. T'es pas seul ? Oui, c'était ça. Voilà. Et parce qu'un travail de scénographie se fait comment ? Mais bien sûr, il faut tout lire. Il faut non seulement tout lire, mais tout comprendre et essayer de tirer la substantifique moelle d'une période de 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels sont les éléments nouveaux qui sont arrivés ? Hormis la découverte de nouveaux documents. Mais il n'y a pas que ça. Une historiographie se fait avec les historiens. Avec les historiens du passé, mais du présent aussi. Et donc, moi j'ai beaucoup de collègues dans le monde. Par définition, c'est un monde très, très international. La recherche achéménide, ça se fait dans tous les pays du monde. On est assez peu nombreux dans chaque pays du monde. Et donc, c'est un groupe très international. Je ne pouvais pas envisager d'aller les interviewer chacun ou chacune, l'un ou l'une après l'autre. Et donc, j'ai pris le parti en 2020, très vite, de demander à ses collègues, qui sont souvent des amis d'ailleurs, mais pas toujours, ce ne sont pas des ennemis non plus. Je voulais les intégrer dans cette histoire, leur dire, par exemple, je parle de Monsieur X, il vient d'où, Monsieur X ? Il a suivi quelles études ? Il a fait une thèse sous l'autorité de qui ? Est-ce qu'il avait fait de l'archéologie ? Bon, donc j'ai envoyé un questionnaire en français aux Français, puis 95% c'était un questionnaire en anglais, que j'ai envoyé un peu partout dans le monde, puisque tout le monde utilise l'anglais. Mais combien en tout ? 150, 135, voilà. 140. Et alors, je l'ai fait d'autant plus, vous comprenez pourquoi je l'ai fait. Et donc, le deal, c'était qu'ils me confiaient leur itinéraire, leurs itinéraires, et avec moi, j'avais le droit de citer tout ou partie de leur réponse. Donc, c'était très clair dès le départ que ce qu'ils m'envoyaient était un document. C'était une forme de documentation d'historiographe sur le parcours de tous ceux et toutes celles qui ont jalonné, enfin tous ceux qui sont encore vivants, qui ont jalonné cette histoire. Et ça m'apparaissait absolument essentiel de les introduire, de présenter chacun de ceux qui ont joué un rôle particulièrement important, de dire quelles études ils avaient suivies, ou voilà, quelles étaient les influences qui étaient sur eux, pourquoi ils avaient fait cela. Je dirais que je l'ai fait d'autant plus volontiers. Pour moi, ça s'imposait. Hein. On ne pouvait pas faire autrement que l'historiographie sans les historiens. Bon. Que je fais partie de ces historiens. Et donc, c'était la difficulté. Hein. Difficulté de paraître brillant sans dire je. Alors, je parle de moi à la troisième personne du ah oui, c'est l'auteur et son double. Voilà, eh bien, l'auteur et son double. Ça n'explique. Et donc, alors, bon. Donc, je parle. Il y a un chapitre où je présente un certain nombre de personnes qui ont joué un rôle particulièrement important dans telle ou telle période. J'y suis. Eh bien, j'y suis, quoi. Il faut bien... Donc, je me présente. C'est une forme d'égo-histoire que je présente.
de la même façon que je présente d'autres formes d'égo-histoire qui sont écrites par mes collègues. Avec malgré tout, et ces pages-là sont vraiment intéressantes. Alors d'abord, vous avez compris, la masse documentaire, c'est celle de tout ce qui a été publié dans les langues que tu maîtrises, qui sont quand même assez nombreuses, effectivement. Mais ça suffisait pas, donc il y a eu création de sources par toi, parce que c'est un livre qui s'appuie sur des sources neuves, malgré tout, qui sont cette multibiographie collective, qui donne lieu d'ailleurs à des archives, j'imagine qu'elles seront déposées peut-être un jour, parce que c'est une sorte de mini-dictionnaire, enfin un dictionnaire des historiens de l'Empire achéménide, qui est quand même pas rien. Et puis, en fait, c'est 135 plus 1, parce que dedans, il y a Pierre Briand. Et voilà ce que dit Pierre Briand. L'auteur et son double sont donc très clairs. Les souvenirs épars rappelés à la première personne du singulier dans les paragraphes précédents n'annoncent pas ce qui de près ou de loin serait une égo-histoire. Contradiction interne du texte. Donc il n'y aurait pas, ou plutôt la façon d'écrire, de se mettre dans ce livre-là, inévitablement, puisqu'effectivement tu fais partie de l'écriture de cette histoire-là, ne serait pas une égo-histoire. Pourquoi ? Pourquoi c'est pas un autoportrait aussi de Pierre Briand dans ce livre ? Parce que Pierre Briand n'est qu'un parmi tant d'autres. Parmi des centaines de gens, de collègues de tous les pays qui ont pris part à un moment ou à un autre, en mesure, chacun à sa mesure, à cette histoire. Donc on peut dire qu'il y a aussi dans ce livre une multitude d'égo-histoires. Mais en fait, à partir du moment où une multitude d'égo-histoires, ce n'est plus d'égo-histoire, c'est de l'histoire, c'est de l'historiographie qui fait... On ne peut pas parler d'une œuvre de quelqu'un sans parler de quelqu'un. Il faut bien présenter, non seulement présenter d'une manière mondaine, mais présenter d'une manière intellectuelle. Comment le cheminement de chacun de faire cette histoire et la part que chacun ait appris ou a cru pouvoir y prendre. Et c'est ce cheminement qui en fait est aussi une histoire collective. Alors ça, voilà pourquoi ça n'est pas une égo-histoire non plus, parce que c'est avant tout une histoire collective de la recherche telle qu'elle a été menée. Et ces 135 biographies, plus une, sont bien 136 biographies. Et non pas une plus 135. Et ça fonctionne remarquablement, je trouve, sous cet aspect-là, et aussi sous l'aspect du découpage. Alors, on a bien compris les sources, exhaustives ou du mieux possible, plus la création d'archives orales, enfin plutôt de recueils de ces multibiographies. On a bien compris l'objet, l'historiographie d'un champ qui s'invente, et donc le moment d'une invention, les moments d'une invention, et par rapport à un objet d'étude qui ne pose pas que des problèmes de périodisation, on va y venir, mais qui pose aussi des problèmes de maîtrise d'une histoire globale. Parce que c'est ça le tour de force de l'histoire achéménide, en général, c'est qu'elle convoque à la fois des espaces géographiques, tels que tu les as dépeints tout à l'heure, mais qui sont aussi des espaces géographiques internes à cet espace. C'est pas du tout pareil, évidemment, d'être à l'est, à l'ouest, au centre de l'Empire, mais aussi qui nécessitait, pour en faire l'histoire historiographique, de tenir ensemble les différents champs d'études. Le philologue, l'archéologue, les historiens finalement très peu nombreux au départ, voire quasiment inexistants, et qui prennent plus de place. Ça donne lieu à un livre qui est construit sur la base de grands moments ou de grands mouvements de périodisation. En ce sens-là, c'est une histoire de l'histoire, de l'écriture de l'histoire. Tu as déjà éclairé la première date, celle de 1931. Il y a deux autres dates qui viennent scander le livre. Au fond, il y a 6 parties, mais il y a 3 grands mouvements historiques de l'écriture de l'histoire de l'Empire achéménide. Le premier va jusqu'à 1980. Alors, et avec 3 fortes parties, mais qu'est-ce que signifie la date de 1980 ? Pourquoi dire qu'il y a un temps de l'invention de ce qu'on a retrouvé à Persépolis, etc., jusqu'à 1980. En 1980, pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est qu'en 1979 a lieu la révolution islamique d'Iran, et que donc les grands chantiers de fouilles s'arrêtent, aussi bien à Suse qu'à Persépolis qu'ailleurs. Donc, c'est déjà une date très importante. Géopolitique, donc, une première date Non, pas géopolitique. Là, ça veut dire que c'est l'arrêt d'un courant de recherche sur le terrain. Et donc, pendant 20 ans,
pendant 20 ans. Il y aura des fouilles, mais des fouilles iraniennes qui ne sont pas négligeables, mais qui n'ont rien à voir avec les grandes équipes internationales qui reviendront alors en 2000 en Iran. Donc c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que en 1979-1980 disparaissent 3 grands savants qui avaient joué un rôle essentiel à Chicago pour la publication des tablettes de Persépolis. Des tablettes de Persépolis et de textes araméens également de Persépolis. Donc, et en 1980, on peut dire que pendant une vingtaine d'années, de 1980 à 2000, alors là j'empiète sur la deuxième, mais pour expliquer la fin de la première, il faut mieux que j'explique le début de la seconde. Et donc jusqu'en 2000, eh bien, on va avoir très peu de recherches, assez peu de recherches sur les tablettes de Persépolis. Vous voyez souvent parler de ça, mais parce que c'est vraiment une documentation nouvelle qui a bouleversé. Donc pendant 20 ans, il y a eu pas mal d'outsiders qui ont travaillé sur les tablettes, dont moi-même d'ailleurs, mais comme outsider. C'est-à-dire, on n'était pas spécialisé, je ne suis pas philologue, pas spécialisé la mythe, mais à partir des recueils qui avaient été publiés, on est un certain nombre de gens qui venaient plutôt du monde classique à s'être intéressés aux tablettes parce que ça donnait un éclairage complètement différent. Mais disons que les gens de Chicago n'ont pas vraiment travaillé sur les tablettes en ce moment-là. Donc pendant 20 ans, on a dû utiliser uniquement ce qui a été publié entre 1948 et 1969 à Chicago. Et donc, plus l'arrêt des fouilles internationales en Iran me paraissait un moment important un tournant très important. Qui menait de 1931 à 1980, la mise au jour des tablettes, et puis il y a beaucoup d'autres choses qui se passent à ce moment-là. Et voilà, 1980-2000, et ben, en 1980, c'est disons qu'il y a énormément de choses qui se passent, en particulier la création des premiers colloques spécifiques achéménides qui ont été créés par une collègue hollandaise en 1981, le premier colloque international en 1983, Achéménide History Workshop, des ateliers historiques achéménides qui ont duré de 80 à 90 et qui ont signifié au fond la rencontre de gens qui travaillent de manière très isolée. Et pour la première fois, ils ont eu un lieu pour se rencontrer et pour échanger des propos, des nouvelles et des découvertes sur l'histoire achéménide. Alors, si on reste sur la première période, oui. 31-80, quels sont les fruits majeurs pour l'écriture de l'histoire? Et d'abord, est-ce que l'histoire de l'Empire achéménide existe déjà? Et sinon, quels sont les fruits majeurs de cette période avec ce travail sur les tablettes, quoi? Oui. Alors, oui, il y a une histoire achéménide qui a été écrite à Chicago il était pas archéologue, il était assyriologue d'origine. Il s'appelle Albert Olmsted et qui est mort en 1945 et en 1945 a laissé un manuscrit qui était l'histoire de l'Empire perse, qui a été édité par ses amis, ses collègues et qui parut en 1948. Olmsted, lui, a été le premier. Il travaille à Chicago, à l'Oriental Institute de Chicago. Son bureau était voisin des bureaux de ceux qui travaillaient sur les tablettes, en particulier donc son élève George Cameron, qui lui a permis d'ailleurs d'avoir accès avant publication aux tablettes. Et donc Olmsted a été le premier historien à écrire une histoire de l'Empire achéménide, et le premier historien étant à Chicago à avoir introduit les tablettes d'une manière encore insuffisante, mais bon, quand il a écrit, il n'y avait pas beaucoup de tablettes qui étaient publiées. Mais à dire, dans une conférence de 1936, que c'était en fait l'avenir des études achéménides était dans ces tablettes. Et donc il y avait bien une première synthèse qui a été faite, qui, de notre point de vue d'historien d'aujourd'hui, est très insuffisante, mais qui a servi de manuel à tout le monde. Et d'autre part, il y a eu ce qui a été très intéressant, c'est qu'il y a eu des gens de génie qui ont fait des rapprochements de corpus à corpus. Et parmi ces gens de génie dont je parle très souvent, parce qu'on ne penserait peut-être pas à lui pour l'histoire achéménide, c'est le grand linguiste Émile Benveniste.
Benveniste était un linguiste de génie qui connaissait pratiquement toutes les langues, qu'elles soient iraniennes ou sémitiques. Voilà. Et donc, il a été le premier à faire un rapprochement entre le corpus des tablettes de Persépolis et un autre corpus de documents araméens d'Égypte, et à montrer, justement, c'est peut-être nous qui le faisons maintenant, mais déjà, lui avait montré les capacités de ce rapprochement, à montrer que ce qu'on pouvait tirer des tablettes était en fait applicable à beaucoup d'autres régions de l'Empire achéménide. Donc l'organisation qu'on voit, bureaucratique, très, très minutieuse, je pourrais donner des exemples, qu'on voit au centre, à Persépolis, en fait, était appliquée partout, dans toutes les régions dirigées par les Achéménides, y compris en Égypte, où on voit les rapprochements entre ces corpus, y compris des rapprochements linguistiques. Donc la découverte, c'est de voir que cet empire, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, qui était un empire un petit peu rêvé, ou un empire imaginé en miroir, mais un miroir faible, des grands empires assyriens ou égyptiens, etc., avait, pas moins que ces empires-là, une structure, une organisation et un État qui était bureaucratique, pour le dire ainsi, et ce qui permettait de comprendre aussi pourquoi, 2 siècles et demi, il avait pu tenir et résister et s'organiser dans une telle proportion. Et au fur et à mesure des découvertes, ça s'est imposé. En 1978, par exemple, 78, oui, les Anglais qui fouillaient à Kandahar, donc en Afghanistan, fouillaient la vieille ville de Kandahar, et en fouillant les remparts qui étaient datés d'ailleurs du IVe siècle, donc de l'époque achéménide, ou la transition avec l'époque hellénistique, ont découvert alors un objet qui paraît minuscule, qui paraît dérisoire, qui n'a aucun intérêt, mais qui en fait c'était une tablette, des fragments de tablette. Et ils ont, en montrant la fragment de tablette à un spécialiste, le spécialiste a dit mais ça ressemble beaucoup aux tablettes de Persépolis. Effectivement, c'était une tablette de Persépolis, pas de Persépolis, mais de type persépolitain, à Kandahar. Et c'était un fragment de tablette, et je crois avoir été le premier à utiliser ce document dans un bouquin depuis en 1984, où je disais, mais ce document, avec d'autres, montre que l'organisation de Persépolis n'était pas uniquement à Persépolis, mais était appliquée dans toutes les satrapies. Plus ce que disait Benveniste à ce moment-là. Et donc moi, c'est à ce moment-là que vraiment j'ai compris ce qu'était l'Empire achéménide. J'ai poursuivi dans cette voie-là en disant que, contrairement à ce qu'on disait, cet empire a été minutieusement organisé, que l'organisation centrale était redupliquée dans toutes les satrapies, donc dans toutes les régions administratives, et ce que montraient d'ailleurs aussi les tablettes, d'autres tablettes de Persépolis, une tablette publiée, l'éditeur Locke avait rangé les tablettes qu'il publiait d'après le contenu, une série qui s'appelait la série Q, qui était les rations de voyage. Alors, les rations de voyage, c'est un document extraordinaire, parce que qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les voyageurs officiels, donc empruntaient les routes dites royales, au long de laquelle il y avait des haltes au bout d'une journée de marche. Je ne sais pas, 20 km, ou 30, je ne sais pas combien on fait de journée de marche. Et donc, c'est ce qu'a montré Benveniste le premier par les rapprochements entre les tablettes et un document araméen. Et donc, le type qui partait, par exemple, de Sardes, en Asie mineure occidentale, Sardes, c'est pas loin d'Izmir, actuellement en Turquie, vers l'intérieur, partait avec une troupe, mettons, je sais pas, de soldats ou de travailleurs qui étaient requis, ce qu'on appelle les courtages, qui étaient requis comme travailleurs allant travailler un peu partout dans l'Empire sur réquisition. Donc ils partaient, je sais pas, avec mettons 30 accompagnants, plus des chevaux, des chameaux, tout ce que vous voulez. Et donc ils partaient avec un ordre de mission. Un ordre de mission qui était donné par le satrape. Donc, un tel satrape, même pas, le titre satrape n'est pas donné, à Sardes. Donc, tel voyageur, tel groupe va de Sardes, disons, à Kandahar, si vous voulez. Voilà quel est le chef de mission, voilà quel est le nombre de personnes, quel est leur statut, le nombre d'animaux. Et donc, chaque jour, en arrivant à l'étape, le type allait voir les chefs de magasin en disant, voilà, moi, j'ai 30 personnes, il y en a qui ont droit à 1 litre de farine, d'autres à un demi-litre, selon le statut. Bon.
Il allait voir le chef des magasins des farines, chef d'un magasin du vin ou de la bière, chef de magasin de la viande. C'est très rare qu'on donne de la viande. Bon, peu importe. Donc, le chef de magasin délivrait ce qu'il voyait d'après le bon qu'on lui donnait. Lui-même dressait un état de ce qu'il avait, ce qui était sorti des magasins. Et c'était ainsi à la prochaine étape. Le chef de magasin en question, à la fin de l'année, devait faire le compte exact de tout ce qui était sorti, rentré dans le magasin et sorti du magasin. Et tout ça était envoyé à Persépolis. À Persépolis, vous aviez des comptables qui vérifiaient tous les comptes de tous les magasins, donc de centaines de magasins, peut-être des milliers, je ne sais pas, hein, dans l'Empire. Donc, vous avez une organisation extraordinaire, logistique incroyable, parce qu'il faut penser à remplir les magasins au fur et à mesure de l'année. Il faut donc penser à tout ça. Et d'ailleurs, les satrapes sont obligés de veiller au remplissage des magasins. Enfin, vous imaginez, l'organisation logistique est extrêmement centralisée. Extrêmement centralisée. Tout est vérifié à Persépolis. Donc, vous voyez, ce qu'apporte, alors, pour revenir à ce que je disais, donc, les sources de Persépolis sont applicables en fait à tout l'Empire, comme le montrent les comptes des routes royales. Ça veut dire qu'il y avait des archives partout. Il y a des archives partout. On n'aura jamais il y avait des archives de tous les magasins, avec des archives. Alors, les archives n'étaient pas forcément conservées, hein, mais un jour ou l'autre, à mon avis, on tombera sur un site. Ouais, ça sera. Comme on a trouvé trois fragments à Kandahar, à mon avis, on peut en trouver d'autres ailleurs. Et ça, c'est bien cette découverte de cette époque-là déjà. Mais cette découverte s'effectue, et ce sont les trois premières parties, à partir du cœur de l'Empire, ça c'est l'idée. Seconde partie, elle est géographique, c'est la circulation. Et là, c'est ce qu'on vient de voir décrit à partir de ce cas-là. Est-ce qu'on aurait pu prendre le cas de la gestion de l'eau qui aurait pu aussi les canates. Alors ça, ne me lance pas dessus. Si, parce que moi j'adore ça. Non, mais moi j'adore ça. Et puis ça rappelle des souvenirs de cours et aussi, mais la troisième partie de ce premier grand volet, on est déjà à la 600e page quasiment, de ce troisième volet, s'intéresse à ce que tu appelles les détours historiens. Oui. Et là-dedans, avant les grands tournants que furent ces workshops achéménides, où alors là on voit la possibilité d'une histoire achéménide proprement s'écrire, eh bien il y a quand même des historiens qui fonctionnent, et tu évoques la formule de l'intrusion des renégats, voilà. Et tu te mets dedans. Tu es donc un renégat dans l'intrusion des renégats. Le mot, j'ai emprunté à un collègue archéologue suédois qui a réfléchi aussi sur l'historiographie et qui a parlé justement de l'arrivée ce que appelait les renégats, donc des gens formés à l'histoire classique grecque et qui se sont reconvertis ou partiellement ou totalement dans l'histoire achéménide. Et donc j'ai bien aimé cette idée. Donc l'intrusion des renégats, c'est qu'effectivement, à partir de 1980, ça a commencé dans les années 70, hein. Même avant, un peu avant, dans les années 70. Donc là, je présente toute une galerie de collègues. Alors, il y a une partie qui s'appelle Pierre Briand, mais j'y peux rien. Non, mais ça fait partie d'un ensemble, c'est voilà. Bien ça. Et donc, je présente toute une série de gens originaires de l'histoire classique qui se sont intéressés de près ou de loin, parfois de très près d'ailleurs, aux affaires achéménides. Donc, j'éclate de différentes façons les historiens qui s'intéressent au rapport gréco-perse sur la côte d'Asie mineure et qui, au fur et à mesure, se disent, quand même, il faudrait voir un petit peu ce que c'est la deuxième partie, gréco, oui, mais perse, c'est qui les Perses? Et qui se sont intéressés, dont un Anglais qui a, lui, travaillé vraiment sur les tablettes de Persépolis et qui a publié beaucoup là-dessus. Et puis, il y a un certain nombre, tous des gens, essentiellement, on est dans la décennie 1940-1950. Voilà. Donc, ce que j'appelle à ce moment les jeunes. J'étais jeune à ce moment-là. Et donc, c'était la génération qui était au fond à l'origine du tournant historiographique, de l'implication vraiment, qui pensait vraiment qu'un jour, on pourrait peut-être, je ne sais pas, on pourrait peut-être un jour remplacer le manuel d'Olmsted, que quelqu'un écrirait une nouvelle histoire achéménide.
une vraie histoire achéménide, en tirant profit de tout ce qui avait été déjà analysé, documenté, et qui arriverait avec une vraie formation d'historien. Il y a une figure particulière dans cet ensemble de renégats, d'ailleurs à laquelle tu dédies, ce livre, hein, qui est Amélie Courte, ou Kurt, je ne sais pas comment. Courte. Pourquoi est-ce qu'elle est absolument cardinale, justement dans ce tournant des années 80 et non pas pourquoi tu lui dédies le livre, c'est pas la question, mais pourquoi est-ce qu'elle fait partie dans cette génération des renégats, en plus une figure féminine, malgré tout, ce qui n'est pas si banal. Si, la fondatrice des Achéménides Workshop est une femme aussi. Et c'est ça, justement. Alors pourquoi et qu'est-ce que... Non, Amélie Courte, auquel je rends hommage parce qu'elle est décédée en 2023, était de 1944, comme pas mal de gens qui sont présentés ici d'ailleurs. Moi, je suis beaucoup plus vieux. Mais et donc elle, alors la caractéristique, je l'ai mise avec nous, même si elle a une double formation. C'est la seule à avoir une double formation d'histoire de grec et de latin qu'elle connaissait très bien. Mais elle s'est mise aussi à la syriologie. Donc elle a suivi des cours de cuneiforme. Donc elle avait ces doubles casquettes de grec et de cuneiforme. Ce qui fait qu'elle s'est tout de suite intéressée à une partie particulière, spécifique de l'Empire achéménide, qui est la Babylonie. La Babylonie parce qu'elle estimait que les gens qui écrivaient sur la Babylonie à l'époque hellénistique, donc après Alexandre, ne pouvaient rien en dire, on disait que des sottises, parce qu'ils ne connaissaient pas les sources cunéiformes et qu'ils ne s'apercevaient pas de les continuités, etc., entre l'époque achéménide et l'époque hellénistique. Et donc elle a joué un rôle très important dans ce domaine-là. Elle n'est pas la seule, mais elle a joué un très important parce qu'elle était la seule, au fond, dans le groupe, à avoir des connaissances directes, une formation en assyriologie, en écriture cunéiforme. Voilà. Et là, on entre dans la deuxième grande période, celle qui concerne la partie 4, mais domination impériale et dynamique régionale. Et là, ce qui change les choses, c'est ce travail collectif, c'est ce workshop. Qui en est la fondatrice ? Alors, la fondatrice, c'est une collègue hollandaise qui s'appelle Hélène Sansisi Verdenbourg. Verdenbourg, elle s'est mariée avec M. Sansisi, donc Sansisi Verdenbourg, et qui était quelqu'un qui a une formation classique, elle aussi, mais qui a suivi des cours aussi d'archéologie un peu iranienne et qui s'était mise aussi à l'apprentissage de la langue vieux perse. Et donc, qui a, au fond, d'une manière indépendante, hein, elle là-bas, Amélie à Londres, bon, moi en France, on avait la même approche, c'est-à-dire qu'il convenait d'abandonner une vision de l'histoire perse qui a été longtemps hégémonique, hein, une vision hellénocentrique. C'est-à-dire qu'on rapportait tout aux sources grecques, et ce qu'on a voulu faire, c'est réintroduire toutes les autres sources et non pas mettre les sources grecques au rebut, ça n'aurait aucun sens, mais disons les mettre là à la place où doivent être. Et au fur et à mesure, d'ailleurs c'est pour ça que je disais souvent que je n'écrirais pas mon livre de 96 pareillement maintenant, puisque depuis 92, date à laquelle je l'ai écrit, 93, il y a eu un afflux de nouvelles documentations qui modifient complètement les choses. Et donc on a voulu donner toute leur importance à toutes les autres sources, y compris les sources babyloniennes, les sources araméennes, les sources archéologiques. L'archéologie a joué un rôle absolument essentiel dans le renouveau de l'histoire achéménide, hein, parce que les archéologues ont découvert des sites absolument fermés, mais non seulement des sites, puisque tu parlais d'irrigation et d'eau, en années 70, une mission française a fouillé en Afghanistan une ville qui est devenue un site très très connu qui s'appelle la ville d'Aïranoum en Afghanistan, qui est la première ville grecque qui a été trouvée dans l'Asie centrale. Ville grecque, c'est une ville fondée à l'époque hellénistique, hein, pas par Alexandre, mais par un de ses successeurs. Et puis, ça c'est une chose, c'était très important déjà de pouvoir fouiller une ville comme ça, fondée par les Grecs là-bas, très loin en Afghanistan. Mais il y avait une deuxième mission qui s'est mise en place à ce moment-là, qui était des archéologues qui ne travaillaient plus, pas l'archéologie intramuros, mais l'archéologie dans la campagne, le fil d'archéologie. Et donc, on prospecte dans les campagnes. Et en prospectant, on est dans un pays où l'irrigation est nécessaire. Qu'est-ce qu'on prospecte ? L'œil est à la recherche des traces de canaux.
Et ces gens-là, ils voient ça tout de suite. Et donc, ils ont retrouvé des canaux. Et évidemment, les archéologues ont été, au début, la première année, quand ils ont commencé à interpréter, ont été victimes eux-mêmes de l'hellénocentrisme. Car ils ont dit, comme ces premiers canaux étaient d'époque hellénistique, datés d'époque hellénistique par la céramique, ils se sont dit, ah ben voilà, ça prouve bien qu'enfin, le développement est venu grâce aux Grecs et que les Grecs ont apporté l'irrigation en Asie centrale. Ce qui paraissait déjà un peu fou d'écrire ça quand ils savaient très bien que les archéologues soviétiques avaient depuis très longtemps montré qu'en Asie centrale, l'irrigation était en place depuis l'âge du bronze, depuis 3000-2000. Et donc, très vite, ils ont repris, parce qu'ils ont trouvé très vite qu'en fait, les datations remontaient beaucoup plus haut. Il y avait des canaux à l'époque hellénistique, des canaux de l'époque achéménide, et puis des canaux de l'âge du bronze. Et donc, la question, et c'est pour ça que j'ai écrit un livre en 84, en dialogue un peu vif avec les archéologues disant, mais comme la céramique ne montre pas de changement entre l'époque avant achéménide et l'époque achéménide, c'est que ce ne sont pas les achéménides qui ont pris la décision de conduire les canaux, ce sont les Bactriens. La région était complètement autonome. Enfin, ceci est une affaire qui n'est pas importante. Mais, non. Et donc, voilà, c'est... Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on parlait d'organisation de cet empire, des fruits de cette époque-là, voilà. Du workshop qui s'invente. Voilà, des workshops, mais il n'y a pas que les workshops. Hein. Je dis bien qu'il n'y a pas que les workshops. Hein. Il y a d'autres centres de recherche qui sont créés, pas nécessairement en conduite génétique avec les workshops. Parce qu'en fait, nous sommes, même avant 80, il y avait déjà pas mal de classicistes qui s'intéressaient à ça. Il y avait aussi des gens formés de sériologie qui s'intéressaient à la Babylone achéménide. Donc il y avait un fourmillement, non, c'est pas le terme qui convient, considérable, beaucoup d'excitation intellectuelle un peu partout. Et donc les workshops ne sont qu'un élément. Du foisonnement, oui. Ouais, foisonnement. Merci. Et donc il y a une équipe qui s'est créée à Paris sur la région dite transeuphratienne, au-delà d'Euphrate, en dehors de Babylone, donc la région de la Phénicie, la Judée, la Samarie, voilà. Et puis il y a d'autres workshops qui se sont créés à Bordeaux, parce qu'il y a une équipe à Bordeaux qui s'intéressait aux continuités entre l'époque achéménide et l'époque hellénistique. Donc il y a eu un fourmillement il y a eu plein d'initiatives qui ont été prises, les unes avec les autres, ou indépendamment, si bien que je dis en conclusion de ce chapitre qu'on ne doit pas parler d'un réseau. On doit parler plutôt d'un archipel d'initiatives à la fois liées et distinctes. N'empêche, est-ce que c'est pas à ce moment-là que s'invente le champ des études achéménides? Oui, c'est-à-dire qu'il y a foisonnement, il y a fourmillement, on pourrait se dire, voilà, tout le monde y va de son initiative, mais souvent parce que tout le monde est porté par, et qui va être traduite par ton livre de 96, mais qui correspond à quelque chose de beaucoup plus profond, l'organisation d'un champ, la naissance d'un champ nouveau, comme il y avait la sériologie, etc. Ça y est, les études achéménides existent. Est-ce qu'on peut dire que c'est entre 80 et 2000 que ça se passe? Oui, on peut le dire. On peut le dire. On peut le dire. Et parmi ce qu'on peut dire... Oui, vas-y. Non, mais c'est à toi de répondre là quand même, parce que on peut le dire, mais qu'est-ce qui serait la limite de ce on peut le dire? Parce que c'est une comment dirais-je, c'est une création continue. Quand même, à partir de quand est-ce qu'il y a des gens qui vont se réclamer des études achéménides, ou qui vont dire je fais de l'histoire achéménide et pas de l'histoire de la Babylone achéménide, pas de l'histoire de... Voilà. Certainement que tout ce qui est passé entre 1980 et 2000 est important, mais la création d'une chaire au Collège de France a joué un rôle très important. Et donc ça c'est 2000. C'est 2000 pile. 2000. D'où la date de 2000. Non, c'est pas la raison. Ah, ça je sais, mais c'est pour te le faire dire. Il y a une deuxième raison. Quand même. Okay. Non. Je le sais. La deuxième, tu me poses la question, donc je réponds. Évidemment. D'accord. Il y a deux raisons. Donc il y a quelque chose qui s'est passé en 2000. Il y a deux innovations qui sont créées en 2000. L'une, c'est la création d'une chaire achéménide, qui était à la fois une reconnaissance, ce qui n'est pas très important, mais surtout la création d'une plateforme, d'une base logistique au Collège de France qui permettent d'abord de créer une équipe CNRS, de créer le site Achéménète, donc des colloques, une collection spécialisée, de faire en sorte que
l'histoire achéménide s'est imposée d'une manière évidente. Et puis la deuxième chose qui s'est passée en 1999-2000, en 1998, donc 1999, pardon, le directeur de l'Institut français de recherche en Iran, l'IFRI, il y a 2 IFRI, hein, mais c'est pas celui-là, qui est un archéologue très connu, un ami de longue date, qui s'appelle Rémi Boucharla, a été sollicité par les autorités iraniennes, qui se disaient qu'il serait peut-être temps de reprendre des fouilles programmées en Iran, d'autant que les autorités iraniennes avaient en ligne de mire une chose très importante à leurs yeux, c'est de faire reconnaître les villes de Pasargad, de Persépolis et de Suse comme faisant partie du patrimoine mondial de l'humanité. Et donc ce qu'ils avaient en vue, c'était l'inscription de ces sites. Et c'est la raison pour laquelle ils ont sollicité Boucharla pour faire des recherches à Pasargad. Et donc, une équipe s'est créée, non pas pour faire des fouilles, hein. Il faisait des reconnaissances électriques avec un système qui permet de voir s'il y a des restes de murs sous la terre sans fouiller. Bon. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que s'est développée une archéologie qui est plutôt une archéologie de prospection, et qu'on a commencé alors à Pasargad, non seulement à voir qu'il y avait des bâtiments en dessous, ce qui n'est pas inintéressant, mais ce qui n'est pas fondamental, mais surtout d'abord de faire des fouilles de sauvetage dans une vallée qui est tout proche, et pour la première fois de mettre au jour des restes d'exploitation agricole de l'époque achéménide, des bâtiments, des canaux, des canalisations, et dans la suite de faire de prospection dans l'arrière-pays de Pasargad pour savoir d'où venait l'eau et comment les Achéménides avaient réussi à domestiquer l'eau, si je puis dire. Et donc, de découvrir des barrages sur les petites rivières en amont qui permettaient d'avoir des retenues d'eau pour que l'été, les jardins du Grand Roi continuent d'être arrosés. Mais pas seulement les jardins du Grand Roi, les exploitations agricoles, parce qu'il fallait nourrir des milliers de personnes chaque jour là-bas. Et dans la foulée, après, Boucharla s'est déplacé à Persépolis, non pas pour fouiller à Persépolis, pour fouiller dans la plaine. Et là aussi, on a mis au jour des réseaux de canaux, des terroirs achéménides, si je puis dire. Et voilà. Et donc, on a pu reconstituer, au fond, les paysages écologiques, je puis dire, de la Perse ancienne, du Fars ancien, à l'époque des Achéménides. Donc, ça a fait des progrès absolument phénoménaux, parce que des progrès ont été, par les archéologues, par les sous-spécialités d'archéologie, on a découvert par exemple que on cultivait, contrairement à ce qu'on pensait jusqu'alors, que l'olivier ne pouvait pas être cultivé en Perse à une étude aussi haute, on a découvert, les spécialistes ont découvert que l'olivret était cultivé en Perse, la vigne aussi. Donc on est enfin entré dans le fil du sujet, c'est-à-dire comment vivaient ces gens-là. Non seulement les processions des grands rois et tout ça, mais de quoi on vivait, comment est organisée la production grâce aux tablettes, car vous avez une relation directe entre l'archéologie et ce qui est dit dans les tablettes. Et donc, on est arrivé là, vraiment, on commence à arriver maintenant à une maîtrise, je dirais, de l'histoire achéménide qu'on n'a jamais eue depuis sa fondation. Enfin, il n'y a pas de fondation. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je suis déjà arrivé à des dernières parties. Hein. Oui, mais c'est très bien, parce que on va avoir besoin pour prolonger les échanges de vos questions ensuite, et on ne va pas tarder à y arriver. Cependant, voilà. Donc ce qui se passe dans ces années de bascule, années 90, années 2000, est-ce que c'est compréhensible lorsqu'on prend 2 intitulés? Un intitulé, celui de la chaire, que tu as formulé, et qui était accepté, etc. Mais quelques années avant, 4 ans auparavant, l'intitulé du livre qui est là. Pourquoi ça s'appelle Histoire de l'Empire perse et pas Histoire de l'Empire achéménide? Et pourquoi est-ce que le mot d'achéménide, en revanche, est absolument central dans la définition 4 ans plus tard, 4 ans plus tard du Collège de France? La raison, c'est que l'éditeur a changé le titre. Alors ça, il y a quelque chose qui me surprend, c'est que tu aies laissé un éditeur changer un titre. Ah, mais j'ai pas le choix. J'étais aux États-Unis à ce moment-là, j'étais très content que mon livre. Non, mais quand même. Ah non, j'ai rien pu faire. Il m'a dit, vous voyez que j'ai fait. Ça m'amuse. J'ai fait un sondage parmi les personnes de chez Fayard. Personne ne connaissait le mot achéménide.
Eh oui, mais c'est comme ça que ça se fait. C'est très intéressant à dire. C'est comme ça que ça se fait. Hein. Mais moi, évidemment, j'avais étudié l'histoire de l'Empire achéménide, l'Empire perse. Alors, il y a deux erreurs là-dedans. L'un, c'est que le terme perse s'entend d'une civilisation qui s'étend jusqu'à l'époque islamique et au-delà même, si vous voulez. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est ça donne une coloration ethnique à l'Empire, alors que c'est un empire multiethnique où les Perses jouent un rôle très important, mais ils jouent leur rôle. Mais les Babyloniens sont là, tous les autres sont là. Donc le seul élément d'unification, c'était le nom de la dynastie, donc Achéménide. Donc c'était, moi, mon titre original, c'est-à-dire que c'est une histoire de l'Empire achéménide. Mais c'est presque un titre de... Non, c'était de Cyrus à Alexandre, une histoire de l'Empire achéménide. Et une histoire. Mais c'est pas vendeur, ça, monsieur Briand. Hein ? C'est pas vendeur, ça, monsieur Briand. Voilà. Commence 12 années au paradis du grand roi achéménide, puisque c'est les 12 années du Collège de France. C'est toi-même qui définis cette période comme... Alors, un paradis, pour ceux qui connaissent l'espace perse, évidemment, c'est un sens précis, écologique, mais aussi de pouvoir, de civilisation matérielle, mais dans son fonctionnement pour le grand roi, ou des satrapes, j'imagine, non ? Oui, ça, qu'est-ce que le Collège de France a changé à l'histoire achéménide? Moi, je vois au moins une trace jusqu'à nos jours fondamentale. C'est la possibilité de créer cette banque de données interactive. C'est loin d'être le seul élément, mais je donne un élément matériel. On parle d'histoire avec des jalons qui s'appelle Achéménète. Je vais parler d'une manière beaucoup plus personnelle. Eh bien, tant mieux. Quand je suis arrivé au Collège de France, j'avais 60 ans. Je venais d'écrire un livre qu'on appelle un livre définitif, quoi. Qui ne sera pas définitif, mais un livre de 1200 pages qui n'avait jamais été fait. Bon. Et donc, on pouvait considérer que c'était une récompense. Mais être allé au Collège de France, c'est une récompense, une reconnaissance. C'est pas seulement ça. Ce qu'on vous demande, c'est de produire quelque chose de nouveau. Et donc, ça m'a donné l'énergie de recommencer quelque chose de complètement nouveau. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé le cycle historiographique, puisque le premier ouvrage que j'ai publié au Collège de France, c'était Darius dans l'ombre d'Alexandre, qui était un ouvrage d'historiographie, en fait. Il est à l'entrée. Et que en 2012, le livre que j'ai écrit, Alexandre des Lumières, était un livre d'historiographie, et celui de 2016 était aussi un livre historiographique. C'est mon meilleur livre. Voilà, c'est son livre préféré. Alors, c'est pour ça que je le prends, je le exhibe, parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est le livre de la bibliothèque de Pierre Briand. Voilà. Et donc, ça m'a donné une énergie folle. Moi, je serais resté à Toulouse, je me serais contenté de l'histoire de l'Empire perse, je pense. Parce qu'on a des conditions au Collège de France. Là, vous avez une liberté absolue de choisir vos cours. Il n'y a pas de réunion avec des collègues grincheux. Il n'y a pas d'étudiants, il n'y a que des auditeurs. Il n'y a pas de copie, il n'y a pas d'examen. Et vous choisissez chaque année le thème que vous voulez. Alors, il est dit à l'Assemblée des professeurs du mois de mai, il est dit, voilà, monsieur Attel traitera, et à la fin, on sanctionne le choix, mais à part ça, on fait ce qu'on veut. Hein. Et moi, j'ai enseigné pendant 8 ans au Collège de France, en fait, l'Europe des Lumières, à travers Alexandre, mais j'ai fait des cours sur Montesquieu, Voltaire. Seul le Collège de France me permettait ça. C'était un truc absolument formidable. Et puis, beaucoup de temps libre, donc de temps directement investi dans la recherche et l'ouverture de bibliothèque. Bon, et puis ça m'a donné, et j'ai voulu tout de suite faire en sorte que la chaire soit une plateforme où se rencontre tout le monde et on crée quelque chose de nouveau. Et donc, de mes rêves, c'était depuis pas mal d'années, moi j'ai beaucoup fréquenté l'Oriental Institute de Chicago. J'ai enseigné pendant plusieurs mois, d'ailleurs en 1996, et c'est là que j'ai appris, au fond, à utiliser Internet. C'est grâce à eux que j'ai eu une adresse email dès 1989. En France, j'étais pour le seul dans le domaine. Et donc, j'ai appris à utiliser Internet, et très tôt, très vite, 97, 97, j'ai eu le rêve de rassembler tous les documents d'histoire achéménide sur la même plateforme Internet qui serait consultable par tout le monde, non seulement les textes, mais les documents archéologiques, les documents iconographiques que l'on voit dans les musées, de créer un musée achéménide virtuel. C'est un musée virtuel. D'ailleurs,
en 2006, j'ai créé un musée, une sous-entrée qui s'appelait le musée achéménide virtuel et interactif, et qui a été intégré ensuite en 2012 dans le Achéménède. En 2006, techniquement, ce n'était pas possible. Voilà, donc j'ai eu la chance au Collège de France d'avoir, non pas tellement beaucoup d'argent, j'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais, il y avait un pool attachés temporaires d'enseignement et de recherche, donc des doctorants qu'on pouvait embaucher pour un ou 2 ans, parfois 3 d'ailleurs, et que j'ai pu embaucher. À un moment donné, on était dans la chaire, on était 7 ou 8, quoi, une toute petite entreprise de classe moyenne, de taille moyenne, taille intermédiaire peut-être. Et donc ça fonctionnait à plein. Donc il y avait des doctorants qui travaillaient à entrer des textes égyptiens, d'autres des textes babyloniens, d'autres qui s'occupaient des récits de voyageurs, parce que j'ai rentré aussi des photographies de voyageurs, dont celle de Pierre Loti d'ailleurs. Et donc il fallait, ça demandait un investissement que vous ne pouvez pas vous imaginer. Bon, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, il fallait écrire des livres. Mais c'est formidable, travailler 12 heures par jour comme ça, c'est formidable. Alors le Collège de France, c'est pour ça, quand je suis parti à la retraite, je me souviens, j'ai dit quelques mots, j'ai dit ces 12 années ont été pour moi une parenthèse enchantée. C'était une productivité incroyable, une inventivité de tous les jours, avec des contacts avec tout le monde dans le monde entier, des voyages, des colloques, bref, une vie pleine et entière. Et dont j'ai profité, mais dont j'ai voulu faire profiter l'histoire achéménide. Et c'est pour ça que je dis que cette création était quand même très importante. Après, j'ai créé des colloques, j'ai créé une collection spécialisée qui existe toujours. Voilà. Donc ça a été... alors plus l'ouverture de l'Iran. La réouverture de l'Iran aux fouilles programmées a été quelque chose de très... Plus en 2005-2006, la création de l'équipe de recherche à Chicago pour publier les tablettes. Et donc, depuis 20 ans, c'est un flot ininterrompu de tablettes, très bien édité et commenté par des vrais historiens en plus. Non, mais c'est vrai. On verra ce que sont les faux. Mais... quelqu'un qui est formé à l'histoire, c'est pas quelqu'un qui est formé au grec, au latin ou à l'élamite. La philologie, c'est une chose très importante que j'apprécie énormément, mais c'est pas la même démarche que celle des historiens. Donc voilà, et donc voilà, depuis ce temps-là, tout roule. Tout roule. Mais paradoxalement, le champ achéménide n'est reconnu nulle part dans les universités. Il n'y a pas de chaire. Non. Il y a pas de, si, à l'école pratique des études, c'est un de mes étudiants, qui est un spécialiste de l'élamite, qui est un des leaders du groupe de Chicago, justement, et qui a obtenu en 2012 une maîtrise de conférence d'élamite, enfin d'études d'élamite. Enfin, il fait de l'histoire achéménide, quoi. Mais c'est la seule chaire au monde. Il n'y a pas de département d'histoire achéménide, il ne faut pourtant pas en demander. Mais dans les départements, dans les universités où il existe un département de l'Orient ancien... Il y a une revue. Il y a une revue que j'ai créée en 2003, je crois, qui est une revue en ligne sur Achéménède, et qui est la seule revue au monde d'histoire achéménide. C'est dire à quel point ce qu'était le caractère combien marginal, type des frontières, des frontières, le marginal du champ achéménide. Et donc le champ achéménide ne reste pas marginal comme il a été, pour les raisons qu'on vient de dire, mais il reste quand même... Il reste qu'il n'existe pas en tant que champ universitaire qui serait reconnu en tant que tel. Et la pire des choses, c'est de conseiller à un étudiant de faire une thèse d'histoire achéménide. Il est sûr de ne pas avoir de poste. Les Grecs diront, non, c'est achéménide. Et puis les assyriologues diront, non, c'est achéménide. Oh, les cœurs. Et maintenant viennent les questions, parce que là, quand même, on ne va pas rester dans ce dernier point, puisque quand même, un des derniers éléments du livre, c'est l'Empire achéménide a existé. Alors, les études achéménides, non. Aussi. Elles sont là. Mais quand même, il y a 1150 pages d'études achéménides, ça existe. Non, mais je voudrais dire une dernière chose très vite. Oui. C'est que le champ achéménide est quand même composé de plusieurs champs. Donc, tu as des gens qui sont spécialisés sur les textes araméens, d'autres sur les textes d'Égyptiens, d'autres sur les textes d'archéologie. Donc, le champ achéménide existe d'autant moins qu'il faudrait réunir pratiquement l'éventail des spécialités de toute l'histoire de l'Antiquité.
Donc ça devient difficile. Donc ce serait merveilleux qu'il y ait même moi j'ai créé une équipe d'histoire académique qui a disparu quand je suis parti, mais il n'y a même pas d'équipe d'histoire académique. Donc je veux dire, on est très très loin du compte. Mais n'empêche que on a beaucoup progressé. Bah oui. Alors, qui est-ce qui souhaite poser des questions à Pierre Briand pour ce dernier temps? On a un bon quart d'heure pour le dire de façon claire. Monsieur Briand, moi je vais revenir un petit peu à l'archéologie, à une vieille stratigraphie. J'ai été votre étudiant en 77-78 et à ce moment-là, il y avait dans vos cours une dimension historiographique, c'est que à défaut d'archéologie, il y avait la réflexion à partir de Wittfogel, par exemple, ou des textes sur les sociétés, les économies pré-capitalistes. On était dans une atmosphère où la lecture de ces ensembles impériaux était très, très empreinte d'une vision marxiste et qui, aujourd'hui, bien sûr, paraît datée, dont il n'a pas été question là, mais en fait, à l'époque, on avait ces clés. Et donc, moi, je voudrais savoir si, qu'en est-il aujourd'hui, les canates comme grille de lecture, par exemple, ou autre. Alors, écoutez, je vais vous renvoyer un article qui va apparaître bientôt, parce que j'ai été sollicité il y a quelque temps par une étudiante qui faisait partie de la rédaction d'une revue qui s'appelle Monde au pluriel, et qui faisait un numéro spécial sur Wittfogel. Et ils m'ont demandé d'intervenir. Donc moi, je me suis remis dans tous mes dossiers d'entretien et j'ai refait l'historique justement des réflexions sur Wittfogel et le mode de production asiatique, puisque ça dont vous parlez. Alors ça m'a énormément intéressé de me remettre dans mes parce qu'en fait, moi, j'ai jamais... bien sûr, le modèle qu'on plaque comme ça sur nos sociétés, quelle qu'elle soit, ça ne marche pas. Mais moi, j'ai beaucoup appris des discussions que j'ai eues à ce moment-là et des lectures que j'ai eues sur Wittfogel et le mode de production asiatique. Et il y a plein de choses extrêmement importantes qu'on a peut-être oubliées, mais qui sont là quand même, je dis jamais quelque part que mais finalement elles sont en moi. Le passé des études qu'on a faites, des réflexions, des lectures qu'on a faites, ça s'oublie pas. Même si on ne s'affiche plus maintenant, qui va s'afficher Wittfogelien, ça va être difficile. Hein. Mais en fait, quand vous relisez Wittfogel, autant les outrances vous transpercent, mais autant il y a aussi des choses extrêmement intéressantes. En tout cas, qui ont pu initier des réflexions intéressantes. Moi, je n'accuse rien de ce que j'ai été. Hein. Donc, je me souviens très bien de ces cours-là. J'arrivais à Toulouse, je me souviens que j'ai retrouvé un document dans mes archives. Non, c'était intitulé... je ne sais plus comment c'était intitulé. Moi. Histoire économique du social de l'Orient, je ne sais plus, l'achéménide, et hellénistique. Histoire économique et sociale, et je me souviens qu'on avait parlé beaucoup du mode de production asiatique. Ah oui, mais je m'en souviens très très bien. Dès lors, il va nous rester le plaisir de le remercier d'être venu et de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Merci. Vous avez pu écouter une rencontre avec Pierre Briand autour de la parution de son ouvrage aux éditions Belles Lettres sur les traces de l'Empire des Grands Rois, enquête historiographique, enregistré le 23 mai 2025 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse et réalisé et mise en onde par Radio en collaboration avec Radio Plus et Radio Terre.